Merci Madame la Présidente. Je salue le bureau, l'ensemble des membres de la commission. Je remercie une nouvelle fois la Présidente et la Commission d'avoir accepté de me nommer comme rapporteur de ce projet de loi. Ce projet de loi donc vise à l'approbation de l'accord entre la France et la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense. Il a été signé à Singapour à l'occasion du Shangri-La Dialogue le 31 mai 2014. Sur le plan juridique, cet accord vise à combler une lacune. Il n'y avait pas de cadre juridique global pour la coopération avec la Nouvelle-Zélande jusqu'à présent, alors qu'elle se développe beaucoup, ce qui nécessitait, chaque fois qu'une action était engagée, d'obtenir des autorisations spécifiques. L'autre objectif de cet accord, au plan juridique, vise à donner un statut protecteur aux militaires français en visite sur le territoire de la Nouvelle-Zélande dans le cadre des actions de coopération qui sont entreprises dans le Pacifique. Sur le plan politique, cet accord, bien sûr, a une portée beaucoup plus large puisqu'il permet, en renforçant notre relation bilatérale avec la Nouvelle-Zélande, de mieux asseoir la légitimité de la France comme nation du Pacifique. À ce moment-là de l'histoire, ce n'est pas une chose inutile. La Nouvelle-Zélande est en effet un partenaire essentiel pour la France dans le Pacifique Sud. Cet aspect est souvent négligé ou mal connu de nos compatriotes. Parce que la France, en tant que nation du Pacifique, a une place particulière. Elle y a non seulement 3 de ses territoires, mais elle y a également près de 700 000 de ses ressortissants. Et la région du Pacifique concentre des enjeux fondamentaux pour la sécurité internationale. Il s'agit bien sûr de la protection des routes maritimes qui sont essentielles au commerce international, de la gestion des ressources maritimes, ressources du sous-sol et ressources halieutiques, de la lutte contre les trafics et la piraterie, et enfin des enjeux liés au réchauffement climatique qui sont de plus en plus importants. Comme chacun sait, les petits États insulaires du Pacifique sont les premiers frappés par les effets des changements climatiques et ils ont fait entendre leur voix de manière forte à l'occasion de la COP21 et la France a contribué à faire entendre leur voix en organisant quelques jours avant la COP21 le 4e sommet France-Océanie. Les moyens sont limités pour faire face à ces enjeux dans la région du Pacifique. Quels sont les moyens de la France? Les moyens de la France sont ceux qui sont liés aux forces armées de Nouvelle-Calédonie, aux forces armées de la Polynésie française, qui n'ont pas été mis à l'abri des rigueurs budgétaires. Donc nous avons aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie 1500 militaires qui sont répartis entre un régiment d'infanterie de marine, la base navale de Nouméa et la base aérienne de Tontouta. Et en Polynésie française, nous avons environ 1000 militaires, dont la majorité sur la base navale de Papeete, ainsi qu'un détachement terre et un détachement air. Il y a peu de partenaires sur lesquels la France peut s'appuyer dans la région, exception faite de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. La France est d'ailleurs dans la région le seul acteur qui soit à la fois un acteur mondial, bien sûr, mais aussi un acteur régional. La Nouvelle-Zélande est quant à elle un partenaire essentiel pour la France dans cette région. On le voit, il y a peu d'acteurs, et donc sur le peu d'acteurs, la Nouvelle-Zélande est l'un de ceux sur lesquels on peut s'appuyer. D'abord, elle est à proximité immédiate de la Nouvelle-Calédonie, 1700 km, ce qui dans le Pacifique est une distance particulièrement raisonnable. La Nouvelle-Zélande partage aussi nos préoccupations et nos valeurs. Le général Léonard, qui est le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, que nous avons saisi, a indiqué dans sa lettre en réponse que la Nouvelle-Zélande était un allié incontournable pour la stabilité en Océanie, avec laquelle nous partageons, je cite, les mêmes visions et préoccupations en termes de sécurité, de risques sécuritaires, notamment maritimes. La Nouvelle-Zélande est d'ailleurs intervenue à plusieurs reprises dans la région, souvent en partenariat avec l'Australie, aux Salomon en 2003-2013 pour une opération de sécurité intérieure dans le cadre de ce qu'on appelle la RAMSI, à Tonga en 2006 et au Timor oriental de 2007 à 2012. La Nouvelle-Zélande est un partenaire essentiel aussi pour la France parce qu'elle est un partenaire à notre taille dans cette région. D'abord, la Nouvelle-Zélande a une ambition essentiellement océanienne. Rappelons-le, c'est un petit pays de 4,5 millions d'habitants.
Elle a un outil de défense qui est dimensionné à cette ambition, 9000 militaires d'actifs, mais qui est un outil de défense rénové et cohérent. Et enfin, les capacités de la Nouvelle-Zélande sont complémentaires aux nôtres, notamment en termes de moyens. Nous avons par exemple des avions susceptibles d'atterrir, s'agissant de CASA, sur des aérodromes sur lesquels les forces aériennes néo-zélandaises ne peuvent, elles, atterrir. Enfin, la Nouvelle-Zélande est un partenaire essentiel pour la France parce que aussi l'histoire qui a été négative entre nos deux pays est aujourd'hui estompée. Il s'agit bien évidemment de tout ce qui relève des essais nucléaires dans la région et puis de la déplorable affaire du Rainbow Warrior. Nous avons depuis lors développé avec la Nouvelle-Zélande une coopération de défense de large spectre qui ne cesse de se renforcer. Il y a bien sûr le dialogue de sécurité Asie-Pacifique dans le cadre du Shangri-La Dialogue qui se réunit chaque année à Singapour. Nous avons un dialogue politico-militaire entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est la rencontre annuelle des ministres de la Défense et des chefs d'état-major. Le dernier a eu lieu à Wellington en 2016. Et nous avons enfin un dialogue de sécurité des ministres de la Défense du Pacifique Sud qui a été mis en place depuis 2013, qui réunit la France, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, le Chili et l'Australie. Et puis enfin, nous avons une coopération opérationnelle qui a été surtout mise en œuvre par les forces armées de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de deux principaux dispositifs qui sont essentiels dans notre région. L'accord France, qui rassemble l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France, et qui intervient notamment lors de catastrophes naturelles, qui est intervenu à Tonga en 2014, au Vanuatu en 2015 et à Fidji en 2016. Et enfin, le dispositif Quad, qui réunit l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande et les États-Unis depuis 2002 et qui s'occupe plus particulièrement de sécurité maritime. Nous avons aussi des coopérations en matière de renseignement depuis 2013, coopération en matière d'armement. La Nouvelle-Zélande a acheté 9 hélicoptères NH-90. C'est le plus gros contrat d'armement jamais conclu par ce pays. Et puis enfin une coopération mémorielle que vous connaissez. Le Premier ministre s'est d'ailleurs rendu en visite officielle en Nouvelle-Zélande il n'y a pas très longtemps et a rendu hommage aux 18 500 soldats néo-zélandais qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale. Près de 100 000 soldats néo-zélandais sont venus défendre les libertés dans notre pays. La bataille de la Somme, d'ailleurs, cette année, donnera lieu à un certain nombre de commémorations sur ce thème. Et le Premier ministre néo-zélandais, John Key, sera très probablement aux cérémonies du 14 juillet. Quels sont les apports de l'accord de coopération avec la Nouvelle-Zélande ? Je vais passer brièvement puisque ce sont des dispositions assez classiques qu'on trouve dans ce genre d'accord. J'insisterai simplement sur l'une d'entre elles. Donc la première partie de cet accord de coopération est relative aux formes et modalités de la coopération. Le champ est vaste. Il exclut simplement, c'est à signaler, les escales de bâtiments de la Marine nationale qui doivent faire l'objet de demandes spécifiques. Ce n'est pas que pour nous d'ailleurs, la quasi-totalité des pays de la planète sont soumis de la part de la Nouvelle-Zélande à la même condition. Et puis en deuxième partie de cet accord est prévu un statut des forces protecteurs et réciproques en cas de visite sur le territoire de l'autre partie. Sont traitées comme à l'accoutumée les questions juridictionnelles, facilités opérationnelles, soins médicaux, règlement des dommages, etc. Les apports concrets de ce texte, d'une part, c'est un statut plus protecteur pour les forces françaises en visite en Nouvelle-Zélande. D'autre part, on planifie, on organise des actions de coopération entre nos deux pays de manière plus aisée, notamment dans le cadre des contextes d'urgence. Et j'insiste là-dessus, c'est un article 13 qui n'est pas toujours dans les accords de défense, qui prévoit la manière dont la Nouvelle-Zélande et la France interviennent, soit sur le territoire de l'un ou de l'autre des États, mais aussi à la demande d'États tiers lorsque ces pays sont sollicités conjointement par l'État tiers en cas de catastrophe naturelle. Et cette volonté que cet article soit dans cet accord de coopération était une volonté partagée par les deux États. Ce texte donne également une nouvelle visibilité à notre partenariat avec la Nouvelle-Zélande, dont on peut attendre quelques retombées positives. En matière d'armement, le livre blanc de la défense néo-zélandaise doit paraître aujourd'hui même. Je n'ai pas pu en avoir communication avant, mais il doit prévoir logiquement un certain nombre de renouvellements en matière de matériel, et la France pourrait tirer son épingle du jeu dans ces nouveaux contrats. Il s'agit notamment du renouvellement de la flotte d'avions de transport et le rétrofit des frégates. Sur le plan politique, ce texte nous permet également de renforcer notre coopération
avec la Nouvelle-Zélande et de renforcer notre coopération avec l'ensemble des actions que nous menons et des États qui sont les États du Pacifique. Les perspectives qu'offre cet accord contribuent également à permettre d'affirmer que la France est une nation du Pacifique. On voit que le rythme des échanges s'intensifie. Manuel Valls était à Wellington début mai. John Key, je l'ai dit, sera à Paris le 14 juillet. Une autre chose très positive, c'est que le ministre de la Défense français participe désormais systématiquement aux réunions du Shangri-La Dialogue. C'est d'ailleurs en marge de cette réunion qu'a été signé cet accord de défense. Et la France a engagé la négociation d'accords de coopération militaire avec plusieurs pays. Ils sont en cours, c'est notamment avec Tonga, Fidji et le Vanuatu, qui sont des États importants, chacun à sa manière, dans la région Pacifique. L'objectif maintenant est d'entretenir cette dynamique, c'est important. On peut l'entretenir d'abord en profitant de la mise en œuvre du contrat qui a été signé avec l'Australie pour les sous-marins et qui doit nous permettre de nous rendre plus fréquemment dans cette région pour y défendre nos intérêts. On peut entretenir cette dynamique en donnant une dimension politico-militaire au format France, notamment peut-être dans le cadre du prochain sommet France-Océanie qui doit se tenir en 2018 en Polynésie française. Il pourrait y avoir à cette occasion-là une réunion spécifique de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France dans le cadre de l'accord France. On peut entretenir cette dynamique en faisant en sorte qu'il y ait un ministre du gouvernement de la République française qui participe systématiquement au Forum des îles du Pacifique. Ça n'a pas été souvent le cas et c'est vécu comme une frustration par la majeure partie des États du Pacifique. Hillary Clinton s'est elle-même déplacée au Forum des îles du Pacifique qui s'est tenu aux îles Cook en 2012. C'est dire que les États-Unis accordent une attention renouvelée à cette région. Et je crois que la dernière fois qu'un ministre des Affaires étrangères français s'est déplacé au Forum des îles du Pacifique, c'est en 2011 et c'était Alain Juppé. Donc là-dessus, il faut faire attention de ne pas, par notre absence, donner l'impression que la France se désintéresse de cette région. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, bien sûr, doivent également s'insérer dans cette dynamique et contribuer par leurs compétences et leur apport propre à la stabilité de la région et donc par là même à l'affirmation de la France dans cette région. Dans ce cadre-là, on peut constater deux choses. J'ai saisi le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a marqué son intérêt pour une coopération politique et économique renforcée avec la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie française ont engagé des démarches depuis 2010 pour devenir membre à part entière du Forum des îles du Pacifique, qui est la principale organisation politique régionale, alors qu'elles ne sont que membres associés depuis 2006. Cette démarche de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie, portée par la France, bien sûr, est soutenue par le Premier ministre australien et par le Premier ministre néo-zélandais, John Key, qui l'a indiqué lors de la conférence de presse qu'il a tenue avec Manuel Valls lors de la visite du Premier ministre français en Nouvelle-Zélande. Et puis cette démarche est aussi soutenue aujourd'hui par le Premier ministre du Vanuatu, qui est, après les dernières élections, un francophone. Donc je crois que les territoires français du Pacifique puissent devenir véritablement membres à part entière de cette organisation serait une bonne chose pour la place de la France dans le Pacifique et pour l'insertion régionale des territoires français. Donc en conclusion, cet accord ne présente que des avantages sur la France, sur un plan militaire comme sur un plan politique. La procédure est aujourd'hui à son terme, puisqu'il a été ratifié par la Nouvelle-Zélande depuis le mois d'octobre 2014. Conformément à la loi organique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont donné un avis sur ce projet qui a été soumis à leur assemblée respective. Et ces avis ont été donnés en avril et mars 2015 et ils sont favorables. Enfin, le Sénat a approuvé cet accord en février dernier et donc désormais temps pour notre Assemblée de finaliser cette procédure. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission.